Ce matin, avant même de te lever, ça avait déjà commencé. Une pensée, puis une autre. Un souvenir d'hier, une peur pour demain, une conversation que tu as rejouée 10 fois, un scénario qui n'existe que dans ta tête. Et ton corps n'avait encore rien fait, mais tu te sentais déjà épuisé. Voici la vérité que personne ne dit clairement. Tu n'es pas fatigué par ta vie. Tu es fatigué par le bruit que tu ajoutes à ta vie. Et ce bruit, tu le confonds avec toi. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau fabrique une prison mentale chaque seconde de ta vie éveillée. Et comment un sage chinois du IVe siècle avant notre ère a trouvé la seule sortie qui fonctionne vraiment. Ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas de la pleine conscience, ce n'est pas du développement personnel, c'est quelque chose de beaucoup plus radical et de beaucoup plus ancien. Il y a une nuit que l'histoire n'a jamais oubliée. Chine, IVe siècle avant Jésus-Christ. Un homme se réveille en sursaut dans l'obscurité. Il était en train de rêver. Dans ce rêve, il était un papillon. Pas un homme qui rêvait d'être un papillon. Un papillon, il volait. Il sentait le vent sous ses ailes. Il n'avait aucun souvenir d'avoir jamais été un homme. Il était complètement, totalement un papillon. Et puis il s'est réveillé. Et maintenant, assis dans le noir, il regarde ses mains d'homme, et il pose une question si simple qu'elle semble absurde, une question si profonde qu'elle a traversé 2400 ans pour arriver jusqu'à toi ce soir. La voici. Suis-je un homme qui vient de rêver qu'il était un papillon, ou suis-je un papillon en train de rêver qu'il est un homme? Cet homme s'appelait Zhuangzi, et cette question n'était pas une curiosité philosophique. C'était une bombe posée au centre de tout ce que tu crois être. Parce que Zhuangzi venait de découvrir quelque chose que ton cerveau fait chaque seconde de ta vie éveillée, sans que tu t'en rendes compte. Il fabrique une réalité, et il te convainc que c'est la seule. Zhuangzi n'était pas un mystique retiré du monde. C'était un homme du monde. Quelqu'un qui avait refusé le poste de Premier ministre du royaume de Shu, un des postes les plus puissants de son époque. Quand les émissaires du roi sont venus le trouver, il était en train de pêcher au bord d'une rivière. Sans les regarder, il a dit « J'ai entendu parler d'une tortue sacrée dans ce royaume. Elle est morte depuis 300 ans. Le roi la conserve enveloppée dans de la soie, dans un coffre précieux. Dites-moi, préférerait-elle être morte et vénérée, ou vivante en train de traîner sa queue dans la boue? Vivante? Dans la boue? Ont répondu les émissaires. Allez-vous-en. Moi aussi, je préfère traîner ma queue dans la boue. Et il a continué à pêcher. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la clarté absolue. La clarté de quelqu'un qui a compris une chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Le pouvoir que tu cherches à l'extérieur est exactement ce qui te coupe de la puissance que tu as à l'intérieur. Le guerrier ordinaire court après les titres. Le guerrier lucide a arrêté de vivre dans sa tête. Le maître, lui, est là où il est, complètement. Premier concept, tu n'es pas fatigué, tu es saturé. Voici ce que Zhuangzi avait compris, et ce que les neuroscientifiques ont mis 2400 ans à confirmer. Les chercheurs de Harvard Matthew Killingsworth et Daniel Gilbert ont mené une étude sur 2250 personnes en 2010. Ils ont utilisé une application qui contactait les participants à des moments aléatoires de la journée pour leur poser 3 questions simples. Que faites-vous en ce moment? Pensez-vous à ce que vous faites? Comment vous sentez-vous?
Le résultat a été brutal. Les participants passaient 46,9% de leurs heures éveillées à penser à autre chose qu'à ce qu'ils étaient en train de faire. Presque la moitié de leur vie éveillée, absents de leur propre existence. Mais voici ce qui est encore plus brutal. Peu importe ce qu'ils faisaient, même des activités agréables, quand leur esprit vagabondait, ils étaient rien des moins heureux. Systématiquement, Killingsworth et Gilbert ont conclu avec une phrase qui devrait te glacer. Un esprit qui vagabonde est un esprit malheureux. Pas parfois, pas dans certaines situations. Toujours, ouvre les yeux le matin, et avant même de bouger, ça commence. Une inquiétude, un rappel, un dialogue imaginaire avec quelqu'un qui ne sait pas que tu lui parles. Et ton corps n'a encore rien fait, mais tu te sens déjà chargé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la mécanique. Les neuroscientifiques appellent ça le réseau du mode par défaut, le Default Mode Network, la partie du cerveau qui s'active quand tu ne fais rien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rumine, elle planifie, elle rejoue, elle juge, elle simule des scénarios catastrophes, elle imagine des conversations qui n'ont pas eu lieu. Ce réseau consomme 20 fois plus d'énergie que n'importe quelle autre activité cérébrale. 20 fois. Tu arrives le soir, épuisé. Pas parce que tu as trop travaillé, parce que ta tête n'a pas arrêté de tourner. Zhuangzi appelait ça le petit savoir, la connaissance limitée qui croit être totale, l'ego qui commente, qui compare, qui craint, qui fabrique. Et il disait quelque chose de radical. Ce bruit-là n'est pas toi. C'est un locataire très bruyant, qui a pris le contrôle de la maison et qui te fait croire qu'il est le propriétaire. Le guerrier faible combat ce locataire. Le guerrier lucide l'observe sans lui obéir. Le maître a appris à habiter le silence entre les pensées. Parce que c'est là, dans ce silence, que tu existes vraiment. Deuxième concept, l'illusion du contrôle. Mais pourquoi le mental parle-t-il autant? Ce n'est pas par hasard. Il essaie de te protéger. Du moins, c'est ce qu'il croit faire. Quand tu repasses une conversation 10 fois, quand tu imagines tous les scénarios possibles, quand tu anticipes le pire avant même qu'il arrive, il y a une intention cachée derrière tout ça. Éviter la douleur, éviter la surprise, éviter l'échec. Le mental murmure « Si je réfléchis assez, je serai prêt. Si j'analyse tout, rien ne pourra me blesser. Si je contrôle les détails, je contrôlerai le résultat. Mais regarde avec lucidité. Est-ce que cela t'a rendu invincible ou simplement plus anxieux? Le contrôle mental est une promesse séduisante. Il donne l'illusion de faire quelque chose, de ne pas être passif. Mais la plupart du temps, il ne change rien à la réalité. Il change seulement ton état intérieur. Et souvent, il le détériore. Il y a une différence fondamentale entre planifier consciemment et ruminer sans fin. Planifier, c'est décider à un moment précis et passer à l'action. Ruminer, c'est tourner dans les mêmes phrases, sans jamais conclure. Observe en toi. Quand tu penses à un problème, est-ce que tu avances vers une décision concrète? Ou est-ce que tu tournes? Une pensée qui mène à une action est utile. Une pensée qui mène à une autre pensée, puis une autre, puis une autre. C'est l'illusion du contrôle. Et cette illusion a un prix énorme. Elle te donne la sensation de maîtriser la vie, mais elle t'éloigne de l'expérience directe. Tu crois tenir les rênes, alors que tu es simplement accroché à des hypothèses. Zhuangzi écrivait « Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Pas parce que la pensée est inutile, mais parce que la pensée excessive est un substitut à l'action
et un obstacle à la perception directe. La vérité est plus humble. La vie restera incertaine. Toujours. Un message peut tout changer. Une rencontre peut tout transformer. Un imprévu peut bouleverser tous tes plans. Aucune quantité de réflexion ne peut éliminer cela. Alors la vraie question n'est pas comment tout contrôler, mais puis-je apprendre à rester stable même quand je ne contrôle pas tout? Le guerrier faible cherche la sécurité dans la pensée. Le guerrier lucide entraîne sa présence. Le maître ne prédit pas chaque risque. Il renforce sa capacité à répondre. Troisième concept. Tu n'es pas tes pensées. Voici la confusion la plus universelle qui existe. On croit que penser, c'est être. Une pensée apparaît, et immédiatement on dit « c'est moi, je suis anxieux, je suis incapable, je suis comme ça ». Mais regarde de plus près. Une pensée surgit, elle reste quelques secondes, puis elle disparaît. Et toi, tu es encore là? Si tu peux observer une pensée, comment pourrait-elle être toi? Ce qui observe est différent de ce qui apparaît. Zhuangzi utilisait une image d'une précision terrifiante. Il disait « Les pensées traversent l'esprit comme les nuages traversent le ciel. Le ciel ne devient pas les nuages. Il ne souffre pas quand ils passent. Il ne s'accroche pas quand ils partent. Il est simplement là. Toujours. Inchangé. Les pensées sont les nuages. Le problème, ce n'est pas que les pensées existent maintenant. C'est que tu les crois immédiatement. Tu leur donnes une autorité qu'elles n'ont pas. Une pensée dit « tu n'es pas à la hauteur ». Et au lieu de la voir comme un simple mouvement mental, tu la transformes en vérité. Mais une pensée n'est qu'un événement. Elle n'est pas une preuve. Elle n'est pas une loi. Elle n'est pas un verdict. Elle est une activité. Rien de plus. En psychologie cognitive moderne, on appelle ça la fusion cognitive. Le moment où tu te confonds avec tes pensées. Où la carte devient le territoire. Où l'histoire que tu te racontes devient la réalité. Et la sortie, ce n'est pas de supprimer les pensées. On a vu dans la vidéo précédente que ça ne fait que les amplifier. La sortie, c'est la désidentification. Un geste très simple. Au lieu de dire « je suis stressé », dis « il y a du stress en ce moment ». Au lieu de « je suis incapable », dis « une pensée dit que je suis incapable ». Ce petit déplacement change tout. Tu ne nies pas l'expérience. Tu ne la combats pas. Tu la replaces à sa juste place. Un phénomène passager. Pas une identité permanente. Et quand tu découvres ça, un espace s'ouvre. Un espace entre l'impulsion et la réaction. Entre la phrase intérieure et l'action extérieure. C'est là que naît la liberté réelle. Pas parce que les pensées cessent, mais parce que tu n'es plus obligé de les suivre. Le guerrier faible est esclave de ses pensées. Le guerrier lucide les observe sans s'y perdre. Le maître utilise ses pensées comme des outils et les pose quand il n'en a plus besoin. Quatrième concept. Le corps comme porte. Comprendre que tu n'es pas tes pensées est une chose. Le vivre en est une autre. Et c'est ici que le corps devient l'arme la plus puissante que tu possèdes. Le mental peut voyager partout. Hier, demain, ailleurs, dans des mondes qui n'existent pas. Le corps, lui, ne quitte jamais le présent. Il respire ici. Il ressent ici. Il existe ici. Toujours. Sans exception. Et c'est pour ça que Zhuangzi parlait du corps comme d'un ancrage. Non pas comme d'un temple spirituel,
mais comme d'un instrument de précision. Quand le mental raconte une histoire, le corps dit la vérité. Tes épaules sont-elles tendues, ta mâchoire serrée, ta respiration courte et haute, ton ventre contracté? Ce sont des signaux, pas des faiblesses, des informations. Le guerrier ordinaire ignore ces signaux. Il pousse à travers. Il force. Le guerrier lucide les lit. Il descend dans le corps. Il respire. Pas pour se détendre, pour se recalibrer. Une seule respiration consciente, profonde, lente, sentie, active le système nerveux parasympathique. Réduit le cortisol. Ramène le cortex préfrontal en ligne. Tu ne penses pas à respirer. Tu sens la respiration. C'est la différence entre la carte et le territoire, entre l'histoire et la réalité. Et quand tu reviens dans le corps, le mental perd naturellement son emprise, non pas parce qu'il disparaît, mais parce qu'il n'est plus le centre. Le centre devient la présence, et la présence est silencieuse. Au 5e concept, le papillon et la liberté. Revenons au papillon, parce que la question que Zhuangzi posait cette nuit-là n'était pas une question sur les rêves. C'était une question sur la liberté. Qu'est-ce qui t'empêche de voler? Comme le papillon dans le rêve. La réponse est simple et terrible. C'est le film que tu joues dans ta tête, en continu, depuis des années. Le film de qui tu crois être. Le film de ce que tu crois mériter. Le film de ce que tu crois possible. Et le plus dur, c'est que tu as écrit ce scénario toi-même, ligne par ligne, pensée par pensée, depuis l'enfance. En psychologie, on appelle ça le narrative self, le soi narratif, l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Et cette histoire a un problème majeur. Ton cerveau met 500 millisecondes à prendre conscience de quelque chose que tu as déjà vécu. Une demi-seconde de retard. Autrement dit, quand tu vis quelque chose consciemment dans ta tête, ça s'est déjà passé. Tu vis toujours dans le passé, jamais dans le présent. Sauf dans un cas, un seul. Quand tu es tellement présent dans ce que tu fais, que tu n'as plus le temps de te raconter une histoire dessus. Le musicien en pleine improvisation. L'artisan dont les mains savent avant que l'esprit comprenne. Le guerrier en plein combat, qui n'est plus là, qui est le combat. Zhuangzi appelait ça Ziran, la naturalité spontanée. L'état dans lequel tu agis depuis ce que tu es sans passer par le filtre de ce que tu crois être. Ce n'est pas réservé aux sages. Tu l'as déjà vécu. Ces moments où le temps s'est arrêté, où ta tête s'est tue, où tu n'étais plus l'observateur de ta vie. Tu étais ta vie. Ce n'était pas de la chance. C'était ton état naturel, avant que le film reprenne. La discipline réelle. Il y a un moment dans la vie de presque toutes les personnes qui ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Un moment qu'elles décrivent toutes de la même façon. C'est le moment où j'ai arrêté de penser à ce que je faisais et où j'ai commencé à le faire, vraiment. Le sportif qui bat son record le jour où il arrête de penser au record. L'artiste qui crée son œuvre la plus puissante le jour où il arrête de penser à l'art. Le leader qui inspire vraiment le jour où il arrête de penser à son image. Ce n'est pas du romantisme. Ce n'est pas de la chance. C'est mécanique. Quand tu sors de ta tête, quelque chose se libère. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. Une clarté, une précision, une puissance d'action que tes pensées étouffaient. Zhuangzi appelait ça « de », la vertu naturelle, la force qui émerge quand tu arrêtes de te mettre en travers de toi-même.
Ce n'est pas quelque chose que tu dois construire. C'est quelque chose que tu dois cesser de bloquer. Et voilà la distinction que Neo Bushido fait et que le monde moderne a perdue. La discipline réelle n'est pas de te forcer. La discipline réelle est de te libérer. Pas maîtriser le monde extérieur. Maîtriser le territoire intérieur. Pas contrôler tes pensées. Arrêter de leur obéir. Le guerrier faible est gouverné par sa tête. Le guerrier lucide observe sa tête depuis son centre. Le maître habite son corps, son souffle, ce moment, et laisse la tête suivre. Zhuangzi a refusé le pouvoir. Pas par peur, pas par manque d'ambition, par clarté totale. Il avait compris que l'empire le plus difficile à gouverner, ce n'est pas un royaume, c'est l'espace entre tes deux oreilles. Et que celui qui gouverne cet espace gouverne tout le reste sans effort. Alors, je te pose la question du papillon. Ce soir, quand tu vas t'endormir, dans quel film vas-tu vivre? Celui que ta tête fabrique depuis des années? Les ruminations, les peurs, les scénarios imaginaires? Les conversations avec des gens qui ne savent pas que tu leur parles? Ou le seul film qui compte vraiment, celui qui se passe ici, maintenant, dans ce corps, dans ce souffle, sans histoire, sans tête? La réponse n'est pas dans tes pensées. Elle est dans le silence qui suit cette question. Si tu veux continuer ce chemin, sur cette chaîne, chaque semaine, une vérité ancienne, traduite en discipline concrète, pour celui qui veut vraiment sortir de sa tête et commencer à vivre. Dans la prochaine vidéo, on va encore plus loin. Tu sais déjà si tu veux y être.